Bonjour à tous. Donc on va commencer, il est 9h30. Bienvenue au webinaire sur la définition du BIM comme Building Information Management, où nous allons évoquer aujourd'hui la numérisation de la donnée et la digitalisation de la relation entre les architectes et les entreprises de construction. La Confédération en construction organise ce webinaire en collaboration avec le cluster EcoBuild, avec le soutien de Bruxelles Environnement et la région Bruxelles-Capitale. Je m'appelle Sylvain Labadrine et je travaille dans la cellule innovation de la Confédération en construction Bruxelles-Capitale. Le webinaire va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, l'intervention du CSTC pour définir les concepts avec François Denis, qui est un ingénieur, architecte, passionné des nouvelles technologies et qui a fait partie des précurseurs sur la recherche liée au BIM en Belgique. Il travaille aujourd'hui dans l'équipe construction digitale du CSTC, où il s'intéresse notamment à l'utilisation de la réalité étendue. Ensuite, l'atelier Monéo nous présentera un cas concret de transformation digitale dans un cabinet d'architecture avec Benoît Lemens, qui est le cofondateur, architecte de formation, passionné par le patrimoine et expert dans la rénovation bruxelloise. Avant de commencer, des petites précisions d'ordre technique. Les deux présentations vont durer grosso modo 40 minutes au total, suivies d'une séance de questions-réponses. Pour interagir durant la présentation, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long des présentations grâce à l'icône Q&R au bas de votre écran ou via le chat. Je les poserai oralement à la fin. Ensuite, en fin de présentation, vous pouvez toujours poser vos questions, soit continuer de poser vos questions par écrit ou oralement en utilisant l'icône avec la main levée en bas de votre écran. Dernière info, nous vous transmettrons la présentation par mail à la fin du webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à François et je vous retrouve en fin de présentation pour la séance de questions-réponses. Bon webinaire à tous et à toi de jouer, François. Oui, un petit instant que je lance le partage. Hop, on ne t'entend pas encore. Ah si. Voilà, Ops. Et je vais lancer le partage et ensuite on sera bon. Ouais. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu la question du BIM en tant qu'outil de management. Je pense que vous avez déjà tous et toutes entendu parler du terme BIM et bien souvent, je dirais bon gré mal gré, on fait le lien avec un logiciel souvent très coûteux qu'on appelle logiciel BIM et on s'imagine que la solution au BIM, c'est justement d'acheter ce logiciel ou cette licence et puis on pourra faire du BIM ou de la gestion de l'information. On présente souvent le BIM comme l'évolution un peu classique de d'abord on dessinait sur plan et puis par ordinateur et puis enfin on a commencé à modéliser en 3D et le BIM arrive lorsque on est capable de modéliser en 3D et de faire des liens avec les informations. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, ça ne se limite pas à un seul et unique logiciel. Malgré ça, c'est vrai que quand on tape BIM sur internet, les termes qui tombent, il y en a qui sont liés directement au BIM et d'autres où on se rend bien compte que, bah, il y a un peu des intérêts derrière, hein, évidemment. Bon, le terme information, vous voyez ici qui ressort en gros, c'est un terme qui est très important, j'en parlerai aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres termes annexes qui, je dirais, qui tourne autour et l'intérêt de cette présentation aujourd'hui, c'est de se poser un peu quel est, le sens de tout ça, par rapport à, l'utilisation d'outils numériques dans le monde de la construction. Et en effet, Building Information Modeling, donc BIM, c'était le premier terme qui était très utilisé dans l'idée que le modèle était le centre et le cœur, mais de plus en plus, ça fait même quelques années qu'on préfère utiliser Building Information Management pour mettre en évidence qu'il y a toute cette notion justement de gestion, gestion des différents acteurs au cours du processus constructif et aussi gestion de l'information. Et donc ce n'est pas uniquement un modèle, c'est bel et bien un vrai travail, une approche plutôt qu'une liste d'outils. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est et si le BIM n'était pas qu'un logiciel, mais un moyen de travailler ensemble avec un support numérique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, principalement la collaboration, donc
le management ou la gestion des personnes, et puis ensuite l'information, le management ou la gestion des contenus et des données. Et donc le BIM peut être vu comme un management des acteurs et des informations qu'ils partagent. Si je devais définir le BIM, je prendrais cette définition. Le BIM est une méthode de travail collaborative où la structuration et l'échange d'informations se font via des modèles numériques. J'ai pris soin de mettre modèle entre parenthèses parce que je pense qu'il y a plusieurs types de BIM, plusieurs niveaux de BIM. Et d'une certaine façon, utiliser une feuille Excel ou une base de données correctement structurée, c'est déjà une forme de BIM. Et par BIM, j'entends travail numérique. Et donc faire du BIM, c'est davantage utiliser une bonne méthode de travail que d'utiliser les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont un support. Et donc la clé, c'est la collaboration. La collaboration, ça ne se fait pas seul et ça ne consiste pas à faire son travail, envoyer le document et attendre que les autres fassent leur travail sans information complémentaire. La collaboration, c'est tenir compte du fait que chaque personne a une vue différente sur le projet et essayer de l'aider à faire son travail au mieux et l'autre personne fera de même. De cette façon, on peut considérer la collaboration comme un jeu. C'est un jeu qui a des règles communes et claires. Communes parce que quand on collabore, j'imagine bien, si on fait l'analogie avec des jeux de société, si quelqu'un est en train de jouer au Monopoly et à côté quelqu'un est en train de jouer au Uno, je pense qu'il risque d'avoir des problématiques au niveau de la gestion des cartes, et cetera. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller dans un but commun, dans un sens commun, et donc il faut que les règles soient communes et clair parce que, si, le Monopoly est un bon exemple, je pense qu'il y a autant de variantes du Monopoly qu'il n'y a de jeux, sur terre. Évidemment, si on ne se met pas d'accord au départ sur la variante qu'on utilise, sur comment on nomme les choses, comment on va jouer, eh bien, ça risque d'être difficile, d'avoir, une session de jeu intéressante et donc de la même façon, une collaboration, ça demande des règles communes et claires. Ça nécessite donc de se mettre d'accord sur les concepts, c'est-à-dire identifier et nommer les choses. Ça peut être lié à une classification, par exemple, et puis définir les règles du jeu et s'engager sur celles-ci. Pour ce faire, on parle souvent de la nécessité de se mettre d'accord sur papier via notamment un protocole, hein, et on voit des questions qui sont liées à quelle plateforme collaborative va-t-on utiliser, qui assumera le rôle de BIM Process Manager ou de coordinateur BIM, bref. Alors la majorité de ces questions sont intéressantes, mais il est vrai que parfois pour des petits projets, pour des petites structures, on peut se poser la question de est-ce que ce sont les vraies, questions centrales, pour l'utilisation du BIM? En fait, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de cette question de quelles sont les choses à décider dans le protocole. Le principal, c'est d'établir les règles du jeu et donc ces règles du jeu, ça peut être, par exemple, uniquement définir une classification parce que c'est ce dont on a besoin pour dialoguer avec ses, partenaires. Donc il faut rester relativement flexible et adapter cela à la taille du projet, évidemment. Si justement vous êtes intéressé et vous ne faites pas forcément partie des early adopters qui ont eu la chance de tester ces technologies au tout début. Il faut savoir qu'il existe un projet qui s'appelle BIM Starter Pack, dont le but est justement d'accompagner les entreprises de toute taille et pas uniquement les grandes à démarrer le BIM et à se poser la question de comment est-ce qu'on peut entrer dans ce processus itératif et collaboratif. Une fois qu'on sait collaborer, se pose la question du contenu, évidemment, puisqu'on collabore dans un but. Le but, c'est de produire un bâtiment de meilleure qualité et éventuellement avec plus d'informations et de mieux documenter ce bâtiment. La question de l'information, évidemment, la clé, c'est le partage, mais la clé aussi, c'est de faire des liens. Donc, c'est parfois appelé interopérabilité ou échange d'informations, selon si on se on utilise des outils pour le faire. Mais l'idée, c'est que durant le processus constructif, on a plusieurs tâches. Parfois, on doit faire de la gestion client, de devis, de planning. On doit éventuellement élaborer un modèle BIM ou faire des plans, une vérification technique, un reporting, etc. Et on a le choix de faire toutes ces choses séparément, de manière très linéaire et donc de recommencer quelque part manuellement un encodage parce qu'on recopie une feuille d'une chose à l'autre. Ou alors on peut se poser la question de se dire: «Tiens, en fait, quand, je fais un devis,
la majorité des informations qui sont nécessaires à l'établissement du devis, elles sont peut-être quelque part dans un modèle BIM ou ailleurs. Et donc la question de faire des liens entre les choses, c'est là qu'on commence à gagner du temps et à créer de l'intelligence. Bien sûr, d'un projet à l'autre, certains points vont être plus importants que d'autres et on va pouvoir se décider de se focaliser sur optimiser une chose plutôt qu'une autre. Bien souvent, on pense que passer au BIM ou passer aux outils numériques, c'est noir ou blanc. J'aimerais bien mettre en évidence le fait que l'idée, c'est bel et bien de commencer, de s'y mettre sur parfois des petites tâches très simples et puis on se rend compte qu'on gagne du temps en automatisant ces tâches et donc on va en faire d'autres pour continuer. Un premier exemple, il est coutume d'utiliser la dimension des fenêtres, ou la surface vitrée pour définir la salubrité, d'un bâtiment. C'est pas le seul paramètre, mais c'est un des paramètres, bien évidemment, plutôt que de le faire manuellement. Si on a un modèle, c'est des règles géométriques assez simples. Il est possible de mettre ça à jour en un petit logiciel. Alors ça demande déjà une certaine maîtrise pour le coup, mais on peut, voilà, très rapidement avoir une comptabilisation automatique des surfaces qui correspondent à un certain, cahier des charges en fonction de la dimension des vitrages. Dans ce cas-ci, il y a une pièce qui n'y correspond pas, c'est une pièce borgne que où j'ai volontairement retiré la fenêtre pour montrer, cet exemple. Mais, on peut également, essayer d'utiliser des outils, donc là, c'est en dehors d'un modèle BIM, simplement pour structurer des données d'une forme sous une autre. Ici, à gauche, vous voyez, j'ai un tableau avec, un élément A, B et C, donc ce sont 3 produits différents qui sont en fait des variantes d'un même produit avec une épaisseur, par exemple, différente, c'est des sols. Et puis j'ai une information que je voudrais rattacher à ces éléments, c'est la quatrième colonne. Mais dans un autre logiciel, notamment un logiciel de devis, j'ai des prix différents pour A, B et C et donc j'aimerais bien les avoir en colonne, avec une liste complète, chaque élément et son prix, plutôt que d'avoir une collection des éléments et un prix. Et donc cette vidéo, ce qu'elle montre, c'est justement, ça. Donc je pars de cette feuille Excel qui présente justement un élément avec différentes variantes, c'est ces parties ici. J'ai un script derrière, donc ça c'est le logiciel que j'utilise pour faire l'automatisation, mais ça peut être un autre. Et ce qu'il fait, c'est automatiquement, il génère une liste ici où tous les éléments qui auparavant étaient en ligne, ceux que je mets en évidence dans cette vidéo, voilà, ils vont passer en fait en colonne. Alors ça peut paraître très simpliste et on peut se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'on le fait pas manuellement?» Bien évidemment, quand on a 500 éléments à gérer, le faire manuellement, ça peut être une perte de temps et si on le fait souvent parce que, je ne sais pas moi, on doit faire coïncider des listes fournisseurs qui ont leur propre structure avec nos propres listes et bien évidemment, le fait de pouvoir automatiser, c'est un gain de temps. Une autre approche, si on a déjà un modèle, BIM ou un modèle géométrique, ben, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Il s'avère qu'il y a eu récemment, un petit souci qui fait qu'on est tous, en présentation virtuelle aujourd'hui. Eh bien, il existe des petits outils justement pour, se poser la question de la distanciation, sociale au sein, d'événements et donc justement en utilisant les plans et la disposition des chaises et certaines règles, dans ce cas-ci, c'est 1,50 m, on peut optimiser ou valider le placement des personnes sur ces plans. Un autre exemple, lorsque l'on a un modèle ou un plan, pour certaines raisons, il peut arriver qu'on doive changer ou modifier le nom des pièces. Hem, Par exemple, pour correspondre à la nomenclature d'un partenaire ou pour y ajouter des informations, parce qu'on ne peut pas y mettre d'étiquette et cetera et donc, le script que vous voyez ici en accéléré, que j'ai créé, je pense, en 4 minutes, renomme automatiquement, des pièces en fonction de certaines infos, le niveau, donc rez-de-chaussée et étage, la surface et le nom de la pièce et comme vous voyez, donc les pièces maintenant ont un nom niveau 2, nom master bedroom area, 27 carrés et donc en 4 minutes, on est capable de renommer, les 14 pièces, du, bâtiment. Et on peut se dire: «Bah oui, mais ça peut prendre du temps d'optimiser ce genre de script, surtout quand on maîtrise pas» et justement, cette vidéo-ci montre, c'est un petit calcul qui est fait justement. Si je prends 1 minute pour renommer une pièce, admettons que j'ai pris 8 minutes pour scripter, ce qui est pas vrai, j'en ai pris 4, qu'il y a 14 pièces dans le bâtiment, que je fais un projet par semaine et qu'il y a 48 semaines dans une année,
et que le script prend 15 secondes pour être exécuté, eh bien tel que sur une année, je gagne 1 journée et demie de travail. C'est ce que 1,36, c'est ce qu'on voit ici à droite. Et bien sûr, si on modifie ces paramètres, c'est-à-dire qu'au lieu de créer le script, au lieu de prendre 1 minute pour renommer une pièce, j'en prends 5 parce qu'il existe d'autres tâches qu'on peut automatiser qui, elles, prennent plus de temps. Ou si au lieu d'avoir 14 pièces, j'en ai 40, et bien évidemment, les résultats seront bien différents. C'est ce qu'on voit à la fin. On peut gagner, par exemple, 20 jours par an. Donc là, l'idée, c'est pas de s'arrêter aux chiffres, mais bien de comprendre le principe que l'automatisation, ça prend parfois un peu plus de temps. Il m'a fallu un certain temps pour créer ce script. Mais par contre, une fois qu'il est développé, eh bien, j'en gagne à la fin de l'année ou tout au long de mes projets. Et donc, le BIM ou la numérisation, j'ai essayé de mettre en évidence l'intérêt de la collaboration et l'intérêt de l'information. Il est évident que ce qui est vraiment intéressant, c'est de joindre les 2. Et pour ça, il faut savoir de quoi j'ai besoin et de quoi les autres ont besoin. Et donc je voudrais terminer sur cette citation: «Avec les gens, il est préférable de construire des ponts plutôt que des clôtures». Je pense qu'il en est de même pour les outils. Plutôt que de choisir une chapelle, on peut se poser la question de comment faire le lien entre les différents outils. Et pour cela, je pense que la clé pour avancer de manière pragmatique, c'est d'identifier des petites tâches qui pourraient être automatisées. Je vois une petite faute de frappe, pour ensuite se focaliser sur son vrai métier. Et ça fait d'ailleurs parfaitement le lien avec la prochaine présentation de Benoît Lemens, qui justement a identifié chez lui des choses qui pouvaient être automatisées, et on se rend compte que des années plus tard, eh bien, il a parfaitement passé cette, phase qui est cette transition qui est la numérisation, et vous verrez qu'en commençant petit, on peut parfois bien avancer et optimiser tous ces processus au niveau numérique. Merci à vous. Du coup, François, tu peux prendre la main si tu y arrives. Oui. Bonjour, bonjour. Voilà, le partage fonctionne, je pense. Ouais, c'est bon, Benoît. Parfait. Eh bien, voilà, aujourd'hui, on m'a demandé d'un peu partager mon expérience du BIM avec les partenaires du secteur de la construction à Bruxelles. Pour moi, parler de BIM au bureau, c'est un peu, sans doute, c'est un peu too much. Moi, je préfère toujours parler de digitalisation ou de BIM-que, parce que je crois que nous, c'est un peu ce petit BIM bruxellois qu'on essaye d'appliquer parce que un des paramètres importants, c'est qu'on travaille sur des petits dossiers, des dossiers qui changent. Et donc, on a des partenaires très peu digitalisés et pas des grosses structures. Ah, excusez-moi, j'attends juste. Voilà. Et donc, premier élément, le BIM Cube, c'est de se dire, voilà, comme on le voit, c'est pour des petites structures, pour des petits chantiers et pour des TPE. Nous, à titre d'exemple, le bureau, c'est 4 personnes. Donc voilà, c'est pour que vous ayez une idée de l'échelle du bureau. Et puis, comme le disait François, c'est de se dire comment on a commencé. Mais nous, on n'a pas commencé par Revit. Et que les choses assez claires, aujourd'hui, on ne travaille pas sur Revit. Nous, la grande transition en amont du BIM et un des très, très gros changements qui nous a apporté beaucoup au bureau, c'est le passage du tableur à la base de données. C'est en 2013. On était une petite structure, à l'époque 3 associés. Il fallait qu'on voit un peu mieux où on allait et on avait un gros problème de gestion sur nos dossiers. On avançait tout le temps à l'aveugle et c'était pesant au niveau de notre pratique et on n'arrivait plus trop à se concentrer sur notre cœur de métier, sur l'architecture. Et donc, on a travaillé sur cette idée d'une base de données. Donc, ben voilà, tout le monde a l'habitude de travailler avec des tableurs Excel aujourd'hui. Mais cette base de données, c'est un moment, c'est essayer de tisser des liens entre toutes les données qu'on établit tout au long des processus de projet pour éviter de les encoder 10 fois et surtout pour pouvoir faire de l'analyse sur des données et tirer des informations des données qu'on va accumuler. Et donc,
Au-delà de l'efficacité, ça nous a forcé à nous structurer, à structurer l'information au sein du bureau. Je vais vous montrer, ça nous a permis de développer différents outils d'analyse. Ça nous a facilité aussi, à partir du moment où on structure la donnée, on va avoir beaucoup plus de facilité à la partager avec ses partenaires. Et puis, c'était voilà, l'analyse, ça va de pair avec le fait d'avoir un tableau de bord finalement à disposition et de pouvoir avoir une meilleure vue sur le management de son bureau. Nous, une meilleure vue, c'est juste qu'avant, on n'en avait pas du tout et que donc ça nous a apporté vraiment beaucoup. Ce système de base de données, tous ceux qui travaillent, que ce soit sur Approplan, ArchiReport ou des programmes comme Trello, ArchiSnapper ou plein d'applications qui sont disponibles aujourd'hui, c'est des systèmes de base de données. On encode des données, on les relie pour pouvoir les analyser. Nous, concrètement, au bureau, donc pour le BIM, on n'a pas commencé par de la 3D. Comme le disait François, nous, ce n'est pas de la modélisation 3D. Ce n'est pas la clé par laquelle on a commencé à se digitaliser pour une bonne et simple raison. Ici, je vous montre quelques élévations de maisons bruxelloises sur lesquelles on travaille. Ce n'est pas possible. Si on doit modéliser toutes ces maisons bruxelloises, pour nous, à mon avis, on a plus que la totalité de nos honoraires parfois qui vont partir sur cette première phase parce qu'on est sur des bâtiments très, très complexes. Et en fait, si on doit modéliser, on va tellement réduire la complexité de ces bâtiments que le modèle ne sera sans doute plus utile. Donc nous, première étape dans le processus de digitalisation, c'est donc en 2013, si on a créé une application de gestion sur mesure des projets. Comme je vous le disais, on voulait continuer à faire de l'architecture, on voulait limiter le temps consacré à la gestion et étant une petite structure, on disait que ce serait quand même bien d'avoir une secrétaire ou une assistante administrative, mais dans une structure comme la nôtre, on n'avait pas les finances nécessaires pour pouvoir engager une personne et l'affecter à la gestion du bureau et il fallait qu'on évite d'aller dans le mur. Et donc, on a mis en place cette application qui permettait de gérer les projets et finalement de mettre, au début, on a commencé par tous les systèmes de facturation, on a pu mettre des dates de facturation théoriques et donc on avait des graphiques qui nous montraient de manière dynamique la répartition du cahier de charges, du chiffre d'affaires par projet, par phase. Et donc, ça nous a permis d'avoir une vue beaucoup plus juste. Aujourd'hui, les collaborateurs encodent leurs heures dans cette application et ça nous permet de voir où on en est. Pour les collaborateurs aussi, ils savent plus ou moins le nombre d'heures disponibles pour telle ou telle phase des dossiers et ça permet d'avancer pour chacun plus sereinement en fixant bien les objectifs. Alors nous, on a développé une application qui est une application sur mesure, mais aujourd'hui, il y a différents outils qui existent pour ce volet management. Le CSTC a développé l'application C-Pro. L'application C-Pro, vous allez pouvoir gérer des devis, faire du suivi financier, gérer votre facturation. Et donc, si vous ne pouvez pas développer ou programmer vous-même une petite application, il y a des solutions qui existent. Ça, c'est principalement à destination des entreprises de construction. Ici, pour les bureaux d'architecture, il y a des systèmes comme Archix. Nous, on avait envie de développer plusieurs outils, donc on a commencé à programmer nous-mêmes avec des programmes qui ne sont pas si inaccessibles que ça, qui sont des programmes de gestion de base de données. Nous, on a travaillé avec la solution pour toutes les applications que je vais vous montrer, c'est la solution FileMaker qu'on a utilisée. Donc, je vous ai parlé du management du bureau. L'autre grande étape, c'est qu'on savait, en faisant cette analyse du management et un peu de la manière dont fonctionnait le bureau, on a vu que c'était sur nos dossiers d'exécution qu'on était toujours dans le rouge. Et donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va optimiser? Comment optimiser? C'était tous les cahiers de charges. Et de se dire, mais voilà, sur quoi on se base? Alors, on s'est lancé dans l'aventure. À l'époque, c'était 2014-2015 du CCTB 2022, même si c'était donc un cahier de charge général type qui s'est implanté en région Wallonne, qui est implanté encore aujourd'hui en région Wallonne avec une application Vitruve qui permettait de générer des cahiers de charges. On l'a utilisé sur un dossier et on s'est rendu compte que c'était sans doute la bonne solution pour que plus personne ne lise. Ce n'était pas toujours facile qu'on lise les cahiers de charges, mais là, avec le CCTB 2022, pour nous, c'était clair qu'on n'avait plus envie de lire. On a l'impression qu'il n'y a que des titres, des sous-titres et des sous-sous-titres dans le CCTB 2022. C'est assez compliqué. Nous, on avait la nostalgie de cahiers de charges beaucoup plus simples, la nostalgie de cahiers de charges comme le 901 ou même les plus anciens que nous avaient transmis nos maîtres de stage et autres.
Et on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, nous, sur nos petits dossiers bruxellois ou même en région wallonne, mais c'était sur nos petits dossiers de rénovation bruxellois. On ne pouvait pas arriver avec ce CCTB 2022, il fallait des petits cahiers de charges précis où ben, la communication, c'est donner de l'information simple et compréhensible, et c'est un peu un objectif, je pense qu'on passe un peu à côté de cet objectif quand on utilise des grosses machines comme le CCTB 2022. Et donc, on a développé une application. À l'époque, on voit le logo GSL, le bureau s'appelait encore GSL à l'époque. C'est le tout début de cette application pour générer nos cahiers de charges. Ça nous a pris du temps pour encoder tous les postes, les descriptifs. On a encodé, par exemple, tous les prix des bordereaux de l'UPA au début. Ensuite, dans chacun des dossiers, on a toujours alimenté les prix qu'on recevait. Et aujourd'hui, on a une bonne base de données avec tous nos descriptifs et avec toute une série de prix qui nous permettent de mieux remettre prix, de mieux estimer les travaux. Et on a porté une grande attention à faire des descriptifs simples pour vraiment pouvoir communiquer clairement avec nos partenaires de chantier. Nous, on travaille beaucoup dans le patrimoine et tout ça. Par exemple, le CCTB, sur tout ce qui est rénovation, patrimoine, c'est assez pauvre. Je pense que si on fait de la nouvelle construction, ça peut peut-être bien fonctionner. C'est nettement moins le cas quand on parle de rénovation et encore plus fortement si on parle de restauration patrimoniale. Cette application nous a permis là de faire un gros gain de productivité. On a divisé, je crois, par 3 le temps qu'on pouvait passer sur ces cahiers de charges, avec l'énorme avantage de la base de données, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur cette base de données. On peut intervenir chacun dans le cahier de charge et on n'a plus ces soucis que peut-être d'autres bureaux ont pu connaître. Nous, à l'époque, on les connaissait bien. C'était d'arriver le lundi et il y avait 2 associés qui n'avaient pas travaillé sur le même fichier, pas sur le même métier, on ne savait plus où était la bonne information. Donc, on avait vraiment ces gros soucis. Et cette base de données nous a vraiment permis de résoudre ce problème. Alors, c'est posé, François en a parlé, vraiment, ce gros challenge, c'était de se dire, mais on développe des applications, ça nous prend du temps. Quel langage on va utiliser? Quel est le langage qui est le plus utilisé en Belgique? Comment est-ce qu'on peut trouver ce langage commun? Et on ne savait pas bien, voilà, c'était comment on va finalement nommer et structurer toutes les informations dans nos cahiers de charges, dans les processus de projet. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, on avait envoyé en 2018 une de nos collaboratrices à la formation BIM Manager à l'UCL. Voilà, c'était un petit investissement pour une petite structure comme la nôtre, mais on se disait, ben voilà, on va sans doute voir plus clair et on va pouvoir améliorer nos processus et aller plus loin et plus efficacement dans cette digitalisation. Et donc, notre collaboratrice, elle est revenue avec tous ces concepts que vous allez, chaque fois que vous allez voir une présentation sur le BIM, on parle toujours à un moment de clash detection, tous les systèmes de gestion de données, les systèmes quand on rencontre des problèmes, le protocole BIM, le niveau de détail, tous des concepts qui pour moi sont très valables sur des gros projets. Maintenant, nous, sur nos petites rénovations bruxelloises, ça ne nous semblait pas essentiel. C'était quelque chose qui, s'il est important, était relativement à la marge. Il y avait d'autres éléments qui étaient super importants et pour nous, c'était la classification. C'est que nous, il y avait des tas de données dans le dossier qui avaient déjà été enregistrées et c'était de voir comment, avec les programmes PEB qui se développent, avec des programmes comme Totem, quelles sont les classifications qu'on va utiliser pour pouvoir échanger de l'information avec ces applications. Et finalement, suite à cette formation, moi j'étais étonné, on n'a pas vraiment eu cette réponse. Et depuis, j'ai encore souvent contacté des partenaires qui sont vraiment spécialisés dans le BIM et je trouve que cette question de la classification, pour moi, elle n'est pas encore tout à fait réglée. On a perdu en Belgique nos cahiers généraux des charges, il n'y en a plus de vrais cahiers généraux des charges et je crois que pour le secteur de la construction, c'est sans doute aujourd'hui important qu'on redéveloppe un langage commun et la classification des données en fait partie. Et c'est comme ça qu'on est un peu arrivé à cette volonté de... C'est quand on se retrouvait dans des réunions et qu'on parlait de notre digitalisation. Moi, je trouve que c'était un peu exagéré de parler de BIM. Alors, je parlais toujours, je peux un peu vous parler, c'est un nous, on fait du BIM que je disais toujours. Et je vais vous montrer comment, concrètement, suite à la gestion des données, comment est-ce qu'on a été plus loin dans la digitalisation. Donc, comme François vous l'a dit, souvent BIM égale modélisation 3D. Donc, on modélise, on met des éléments en place en 3D. Nous, ce n'était pas possible.
mais il y avait quand même un enjeu d'accélérer les systèmes de relevé dans la situation existante. On peut voir que des maisons bruxelloises, ici c'est des couples, c'est des systèmes constructifs assez complexes. On est sur des bâtiments où on peut avoir des déformations, toutes des choses qui sont pas si simples à modéliser. Et c'est comme ça qu'on a basculé, qu'on a commencé à faire de la capture de réalité. Et ça, je trouve que c'est encore fort sous-utilisé dans le secteur, mais nous, ça a vraiment transformé une bonne partie des processus au bureau, parce qu'ici, je vous montre l'exemple, c'est une petite vidéo, évidemment, là, toujours un peu saccadé les vidéos quand on les diffuse. Et ici, c'est pour ceux qui connaissent, c'est la maison du meunier sur le site du Rouge-Cloître. Ici, on voit, c'est fort saccadé, le résultat du nuage de points. Un nuage de points, on a fait des photos pendant 1 heure et on revient au bureau, on fait un calcul de photogrammétrie pendant une demi-journée et on obtient un modèle de ce type-là. Sur la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir, on a vraiment beaucoup de détails. Par exemple, ici, c'est sur l'extérieur, tout le calpinage des pierres, le pierre à pierre de la façade, les angles de façade, les défauts au niveau des toitures. On va très rapidement avoir un modèle qui est à notre disposition au bureau. Et ça a été pour nous une étape importante. Et je pense que pour tous les acteurs de la construction, je pense que c'est ce qui se met en place au niveau de la capture de réalité va fortement impacter le secteur de la rénovation, parce qu'en fait, le plus gros obstacle actuel à la capture de réalité, c'est les coûts des investissements. Aujourd'hui, tout ça commence à fortement diminuer et ça va devenir beaucoup plus accessible. Après, c'est bien beau de capter ces informations, mais après, il faut les partager. Et donc, comme on a fait au début, on a commencé à partager nos modèles, les modèles 3D sur notre site Internet. On a eu des phases de test en 2018 en se disant, ben voilà, on travaille avec la plupart du temps avec des artisans, comment eux vont avoir accès à ces données. Souvent, on savait, ben, s'il faut s'inscrire, ils ne le feront pas. Et donc, ce n'était pas simple. Il y avait des systèmes qui existaient, mais toujours, il fallait s'inscrire, il fallait payer pour que les données restent en ligne. Donc, dans le temps, ce n'était pas fort durable. Donc, on a testé toute une série de systèmes. Ici, vous avez l'exemple d'un système Autodesk où on peut partager un nuage de points. Le partenaire peut aller prendre des mesures, mais il va devoir quand même se connecter. Et puis, dans le temps, on ne peut pas laisser aussi longtemps qu'on veut les modèles. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, finalement, 2019, on a commencé à utiliser Pottery, qui est un programme assez magique, qui est un programme libre qui a été développé par une université qui se base sur un langage JavaScript, c'est du Trick.js. C'est un peu le langage 3D qu'utilisent beaucoup d'applications web. Ici, je vous ai mis un petit lien Bitly que vous pouvez recopier. Et si vous vous rendez sur ce lien-là, vous allez avoir l'exemple d'un bâtiment. Un bâtiment où vous pourrez prendre des mesures, calculer des surfaces, calculer des volumes. Il n'y a pas d'installation, vous ne voudrez jamais encoder le nom ou quoi. Nous, c'est hébergé sur notre site web. Et donc, ça nous permet de grandement faciliter l'accès à toutes ces données. Et chose ultra importante, c'est que le Pottery, c'est un peu... ça fonctionne avec un système Doctrine. Alors, c'est des systèmes de base de données pour de la 3D où, en fait, on charge uniquement les données qu'on a besoin. Donc, c'est très léger et c'est important parce que si nous, dans les bureaux d'architecture, on a des grosses stations de travail, ce n'est pas toujours le cas de nos partenaires. Et donc là, ce programme-là répondait bien à tous les challenges. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on envoie le lien, nos partenaires peuvent utiliser ce modèle, ils peuvent faire des coupes dedans. Et s'ils veulent redessiner ou des coupes particulières, ils peuvent, depuis notre site Internet, extraire des tranches sous forme de DXF. Ça va être une série de points, c'est des extraits du nuage de points. Mais ils vont pouvoir extraire des données très, très précises à partir de ces modèles-là. Et donc voilà, petit à petit, ça c'est des choses qui marchent pour le moment. Se lancer dans la digitalisation, ça reste parfois exploratoire. Nous, on a toute une partie qu'on développe en recherche et développement, même si on est une petite structure. Et notre objectif à terme aujourd'hui, c'est vraiment d'aller plutôt vers ce modèle BIM. Moi, je trouve que c'est plus adapté, c'est le concept du digital twin, du clone numérique, où on va essayer d'intégrer l'information de plus en plus pour mieux la partager. Et aujourd'hui, on a développé de nouveaux outils au sein du bureau. On a des plateformes. Ici, c'est une plateforme, vous pouvez aussi vous rendre, j'ai mis le lien Bitly, où on va pouvoir faire
sur cette plateforme une visite du bâtiment. Par exemple, on a toute une série de vues 360 degrés haute définition qui permet de visiter quasi la totalité du bâtiment. On a accès au nuage de points. On a accès à des éléments sur l'histoire du bâtiment, toutes les études historiques. Nous, on travaille beaucoup sur du patrimoine, et donc ça vaut la peine de partager tout ça, qu'on le partage sur la plateforme. Et puis, par cette plateforme, on a accès à une plateforme de gestion de données numériques. On a utilisé la plateforme française Croquis. Et là, on va pouvoir échanger avec les partenaires toute une série de documents, que ce soit des PV, des plans mis à jour. Et donc, au sein de cette plateforme, on rassemble toutes ces informations. Alors là, c'est globalement pour la gestion, peut-être pour les gens qui veulent vraiment du concret. Nous, un des gros objectifs, ça a été aussi de l'utiliser en gestion de chantier. Donc, ça a nécessité que nos applications, on les transfère vers le cloud pour pouvoir y avoir accès quand on était sur chantier via les ondes GSM, via la 4G. Et donc, aujourd'hui, on fait nos visites de chantier avec des tablettes et on va générer automatiquement nos PV de chantier. De nouveau, c'est un peu de se dire, avant, certains doivent s'en souvenir, on était avec des feuilles de transfert. À la fin d'un chantier, on transmettait tout de suite l'information. Aujourd'hui, ça prend parfois beaucoup de temps entre la visite de l'architecte, le temps qu'il prend à rédiger son PV et le fait que l'info arrive sur chantier. Il y a parfois plusieurs jours qui peuvent s'écouler et c'est problématique pour l'efficience du chantier. Donc, on voulait corriger ça. Et cette application, ça nous permet de faire ça. On a aussi des analyses où on peut regarder en fonction des acteurs. En fait, on affecte les remarques de chantier à des personnes, assez classiquement, comme dans pas mal de PV. On peut faire des listes des tâches en attente et qui sont rattachées aux différents partenaires. Alors, de nouveau, je vous montre tous des outils qu'on a développés en interne pour répondre à ces challenges. Il y a des tas d'outils qui sont déjà développés et qui existent. Nous, c'est parce qu'on voulait croiser les données de gestion, les données de nos chantiers, les données des plateformes au sein d'une base de données complète. Mais ici, aujourd'hui, il y a des tas d'applications qui existent pour de la gestion de chantier, AproPlan, ArchiReport, ArchiSnapper. Donc ça, c'est des exemples utiles pour les architectes et même pour des entrepreneurs pour faire de la gestion de remarques. Et donc, on peut encoder des remarques et mettre en place du suivi. Moi, vu qu'on travaille avec nos applications, je ne les connais pas en détail, mais c'est des solutions qui sont couramment utilisées par nos confrères. Alors, je mets deux applications là sur le côté, WhatsApp et ce petit logo de WhatsApp et Trello. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il met ça dans une présentation comme celle-ci? Mais c'est que en 2019, on a eu la chance de faire pour le CDR, il nous avait demandé de faire une étude sur l'impact de l'évolution de la rénovation du bâti bruxellois sur le secteur de la construction. Et on a pu rencontrer pas mal d'entreprises du secteur et tout le monde, et on a échangé sur cette question du BIM et de la digitalisation. Alors, au niveau du BIM, on a remarqué que peu d'acteurs sur les chantiers bruxellois avaient fait le pas. Par contre, la plupart utilisaient quand même l'un ou l'autre outil digital. Et on a pu voir que notamment WhatsApp était utilisé pour faire des groupes avec les équipes, les différentes équipes d'ouvriers, les différents chantiers. Et par exemple, plutôt qu'aller 4 fois chez MPro sur la journée, ils essayaient de centraliser les demandes pour que si une équipe qui se rendait chez MPro pouvait regarder s'il y avait besoin de matériel pour d'autres chantiers. Certains, avec le même objectif, utilisaient le programme Trello. On a rencontré des entreprises qui avaient même développé des applications pour vraiment faire de la gestion de ressources humaines, où les gens qui arrivaient sur chantier devaient scanner un QR code pour savoir sur quel chantier ils étaient. Et puis, tous les matériaux, quand ils étaient mis en œuvre, étaient aussi scannés pour voir comment étaient affectées les ressources au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, il y a des tas d'outils qui sont couramment utilisés, qui peuvent être détournés pour des applications plus professionnelles. Et ça me semblait important pour parler de choses concrètes de ce petit BIMOCE, de ces petits outils de collaboration. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au-delà d'un challenge entre la relation entre l'architecte et ses partenaires externes, il y a aussi tout un enjeu de communication en interne au niveau des entreprises. Nous, finalement, la première étape, c'était de bien communiquer en interne avant de pouvoir bien communiquer à l'extérieur. Et donc, parfois, sur le BIM, on fait le focus
sur ces différents partenaires, avec les partenaires externes, mais la digitalisation permet aussi et surtout de bien collaborer en interne. Alors finalement, cette expérience d'un bureau d'archi qui se lançait dans la digitalisation nous a amené à travailler sur un projet de recherche, le Brussels Retrofit Living Labs, qui c'est un projet Innoviris, et on travaille avec différentes universités flamandes, la maison de quartier Bonnevie, sur ce projet où en fait le challenge c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faciliter les parcours de rénovation à Bruxelles. Et donc là on ne s'adressait plus qu'aux entrepreneurs ou aux architectes, mais c'était de mettre dans la danse aussi les habitants. Et on a développé toute une application, l'application Rhizome, qui permet de gérer son logement. Ça, c'est pour les habitants, je vais vous montrer. On a une plateforme où on peut gérer son logement, encoder des données de consommation pour voir où on en est par rapport à des niveaux moyens. On peut évaluer la performance des parois de l'habitation, voir s'il y a des risques de condensation. Les habitants peuvent même encoder leurs problèmes de santé. On essaie de voir s'il y a des corrélations entre les pathologies de la construction qu'on encode et les problèmes de santé. Donc ça, c'est du côté de l'habitant, il y a toute une série d'options. Et puis, on peut définir des travaux dans cette application. Et ces travaux permettent de générer des devis types. Et l'objectif, et là, c'est encore en développement aujourd'hui, c'est de la rendre accessible pour les entreprises, pour qu'ils puissent facilement encoder des prix dans ces devis et d'essayer d'optimiser tout le parcours de la rénovation à Bruxelles. Moi, je crois que c'est un challenge qu'on a rencontré les entreprises. Beaucoup de gens m'ont dit que ce qui était lourd, c'était la gestion administrative, la mise en place des devis. C'est toutes des choses qu'ils faisaient le soir, en dehors, et que c'était parfois assez lourd. Et c'était de se dire comment, en tant qu'architecte, on peut essayer d'optimiser finalement les processus pour tout le monde. Et à travers nos applications, on espère qu'un jour, on pourra offrir à nos partenaires la possibilité de se connecter, d'encoder directement leur prix et de ne pas de limiter le temps qu'ils doivent passer à l'établissement des devis. Au-delà de leur donner des devis types, c'est de donner de l'accès à l'information. Ça veut dire que si un entrepreneur doit remettre prix, s'il a une image claire de la pièce dans laquelle il doit intervenir ou des mesures claires qu'il peut même vérifier sur le nuage de points, ça va faciliter son travail de description des travaux. Et quand je vous dis avoir une image assez juste du contexte dans lequel il va intervenir, ici, je vous montre de nouveau un exemple de capture de réalité en haute définition. Aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire. Ici, ce n'est pas une photo, c'est un modèle 3D texturé. Ici, je vous montre une image 360 parce qu'on peut rentrer dans cet espace avec des casques de réalité virtuelle. Ça, c'est peut-être le futur, mais on peut déjà le faire. Le challenge aujourd'hui, c'est que c'est des grosses données, donc c'est le transfert de ces données. Mais on va voir que de plus en plus, on va avoir accès à cette capture de la réalité. Et en rénovation, on va pouvoir partager des modèles 3D très précis, mais pas des modélisations. Hein. Ça va être des nuages de points qu'on a relevés par scanner ou par photogrammétrie. Et ça va impacter fortement le secteur. On va voir que de plus en plus, ça, nous, vous voyez comme on a commencé par les petites bases de données, les nuages de points. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur du processing de nuages de points. Donc là, c'est des analyses de données. Ici, c'est un exemple dans une ancienne ferme classée où il y avait des problèmes de niveau au niveau des poutres et des planchers. Et on a fait des analyses de planéité. Et on voit qu'on peut faire ces analyses de planéité, les analyser en coupe, en plan, mais on peut aussi les analyser en 3D. Nous, on a des casques de réalité virtuelle au bureau et on peut se projeter dans l'espace et explorer les déformations, voir où sont les différents problèmes. C'est un exemple. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui évoluent en termes de classification des nuages de points, donc ça veut dire toute la segmentation du nuage. Ça avance vite et je pense que ça va impacter fortement le secteur. Et donc voilà un petit peu ce parcours jusqu'à cette digitalisation, ce travail sur les nuages de points aujourd'hui dans notre pratique. Et ça nous a amené finalement, là c'est il n'y a pas si longtemps, en 2021, dans le cadre du programme Build Circular, il y a un de nos partenaires qui, la première fois, m'a écrit, et je vous mets un extrait du mail, parce qu'il me demandait « Peux-tu nous proposer une formation pour le BIMEQ ?» Donc, ce qui était un petit peu dit sur le ton de la boutade, ça devenait pour certaines personnes quelque chose de très concret. Et donc, cette formation BIMEQ, on lui a quand même trouvé un petit nom un peu plus sérieux, et elle sera donnée l'année prochaine. Donc, c'est toute une formation sur la digitalisation du secteur de la rénovation, où on va vraiment pouvoir analyser
toutes les techniques de relevé numérique sur chantier, toutes les techniques de gestion de chantier, de gestion de données, de processing de données. Ce sera fait sous la forme de webinaire et ça permettra de donner de survoler de manière plus précisément que ce que je peux le faire aujourd'hui, les enjeux de la digitalisation, de la rénovation à Bruxelles. Et puis, je clôture sur ce projet pour vous montrer un peu comment peut se faire l'évolution d'une petite structure. Ici, on vient de mettre en place un projet avec le CSTC, c'est Pontify. Et ce projet, on a fait des demandes de financement. J'espère que les choses vont pouvoir aboutir. Ce projet a vraiment pour objectif de voir comment est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui l'utilisation des nuages de points dans la rénovation à Bruxelles. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on va développer ce projet avec le CSTC et donc tous les liens qu'il a avec le secteur de la construction. Et on espère qu'on pourra bien faire avancer cet enjeu de la digitalisation des pratiques dans la rénovation à Bruxelles. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Benoît, merci François. Juste une remarque par rapport aux formations là, que tu as pu évoquer pour tout le monde. Donc, on va vous envoyer en fin de webinaire un mail où on va vous donner toutes ces informations-là, que vous l'ayez par écrit et que si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous aurez toutes les informations. On est pas mal en timing, c'est chouette. Par contre, je suis triste, je n'ai pas de questions pour l'instant que je vois, mais j'ai moi de mon côté 2-3 questions. Benoît, est-ce que toi, parce que là, on a vu que c'est toi qui avais que c'était des applications internes que tu avais développées. Est-ce que tu les as fait tout seul ou dans le cabinet, ou est-ce que tu t'es fait accompagner? Et si tu t'es fait accompagner, est-ce il y a des développeurs spécialisés dans la construction qui existent pour accompagner ces développements-là? Il y a toute une série de développeurs qui existent. Nous, la seule chose, c'est que concrètement, faire développer une application sur mesure, c'est impayable. On l'a déjà vu, on avait fait des demandes sur des projets comme Pontify et tout ça, on s'est renseigné auprès des développeurs, ça reste très cher. Donc, je pense que si on ne sait pas un petit peu programmer ou se débrouiller avec des programmes de base de données, vaut mieux s'orienter pour débuter sur des solutions existantes. Maintenant, les programmes de base de données comme FileMaker qu'on utilise, c'est pas si compliqué d'utilisation. C'est accessible, il faut y consacrer de l'énergie, mais avec de l'énergie, de la bonne volonté, on peut mettre en place des applications assez rapidement. Et là où je rejoins Benoît, c'est que si justement vous utilisez d'abord des applications qui sont déjà développées, ça permet aussi de clarifier ses besoins pour un éventuel développement futur. Parce que souvent, le problème quand on part de zéro, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut ou on imagine savoir ce qu'on veut. Là où, en testant des choses qui existent, on peut très facilement se positionner et se dire mais ça ne me convient pas, ça me convient. Et c'est peut-être un bon moyen aussi d'économiser un peu de temps sur le développement d'une application qui ne conviendrait pas complètement. Et après aussi, ça me permet aussi de rappeler que, par exemple, pour l'exemple de CPRO, hein, qui est à destination des entrepreneurs de construction, il y a des outils qui sont à prix très accessibles et dont CPRO qui est même gratuit pour tous les entrepreneurs. Et ça, je vais prêcher aussi un peu pour ma paroisse. Mais si vous avez des informations, si les entrepreneurs ont des questions par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. C'est aussi notre travail d'accompagner sur cette digitalisation. Donc, je dis ça en aparté. Je crois que j'ai la chance. On a une question. Bonjour, vous avez parlé de la maison Meunier. Je pense que c'est pour toi, Benoît. Vous avez parlé... Oui, je vois. Ouais. Donc, c'est sur les temps de digitalisation en capture de réalité. Ça dépend du modèle qu'on veut avoir, ça dépend de la complexité des sites. Mais par exemple, vraiment sur la maison du Meunier, c'est 1 heure de relevé photo. On a fait, pourquoi c'est facile sur la maison du Meunier, c'est qu'on a une accessibilité tout autour de la maison. On peut facilement faire le tour en prenant des photos. On a pris 800 photos du bâtiment, on était à 2. Pour les toitures, on l'a fait à la perche. Et donc, on a vraiment 1 heure, 1 heure et demie de prise de vue. Et ensuite, c'est le programme qui va calculer, qui va réassembler le nuage de points. Il faut un peu d'expérience. La première fois, ce n'est pas des programmes super simples, donc ça prend un peu de temps. Mais aussi, c'est des programmes qui évoluent, qui deviennent de plus en plus faciles à utiliser.
Et honnêtement, avec un bon ordinateur, moi, si aujourd'hui, même pour la maison du meunier, en 3 heures, je suis sûr qu'on peut sortir un très très bon modèle extérieur du bâtiment. Pour l'intérieur, c'est possible, c'est plus compliqué. Il faut travailler avec des optiques grand angle, il faut vraiment faire le raccordement entre les différentes pièces. Donc nous, parfois, quand on doit faire des grosses modélisations intérieures, là, on passe sur du scanner par laser grammétrie. C'est des trucs qui sont aujourd'hui impayables, hein. Ça coûte 70 000 euros un scan, mais nous, par exemple, on les loue. Et donc, si on a plusieurs missions de relever, on essaye de louer pendant une semaine pour avoir une idée. On est environ nous, on les loue à 1 800, 1 900 euros pour 7 jours. Et donc, mais pour un bâtiment, on a relevé une très, très grande ferme à Erqueline, une ferme château. On a 4 jours de relevé et on a, avec une grande précision, relevé l'intérieur et l'extérieur de toute la ferme. Pardon, je m'étais désactivé le son. Je vois qu'on a une autre question. Est-ce selon vous déjà le bon moment pour que les outils liés au bâtiment tels que Totem investissent déjà dans l'amélioration de la communication avec les outils BIM 3D, autres bases de données utilisées par les concepteurs, ou bien est-ce un Oui. peu tôt au vu des évolutions en cours dans ces outils? Moi, je pense qu'en tout cas, la démarche de Totem, par exemple, elle peut être exemplaire par rapport à d'autres applications. C'est que Totem a fait le choix de la classification BBSFB pour la structuration des éléments. Et donc, nous, vu qu'on travaille aussi sur des structurations BBSFB dans nos applications, ben, on sait que, en gros, pour être dire plus simple, BBSFB, il y a beaucoup d'architectes le connaissent, mais c'est le langage qu'on utilise pour structurer l'information. Vu qu'on utilise le même langage, on pourra plus facilement faire des ponts. Mais ce n'est pas gagné. On le voit qu'aujourd'hui, la plupart des applications développent des API qui sont des portes d'accès à leur application et fonctionnent de manière croisée. Si vous utilisez aujourd'hui Teams ou différents programmes, vous allez voir que vous pouvez vous connecter à d'autres applications pour tirer bénéfice. Je pense qu'à terme, c'est ça qu'on doit viser dans le secteur de la rénovation. C'est quand même dommage que le responsable PEB, puis celui qui va faire l'encodage Totem, puis l'architecte, il y a parfois des éléments qui vont être mesurés 3-4 fois dans la vie d'un bâtiment, qui ne vont pas être mesurés précisément en intégrant beaucoup plus les processus de travail à travers la digitalisation. Je pense qu'on va pouvoir gagner en efficacité. Et donc, je pense qu'il est temps de se mettre autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut développer du numérique, tout le monde veut développer des applications. On va tout de suite vers des développeurs, mais c'est ça qui coûte très cher. Hein. C'est que les développeurs, François l'a expliqué, ce qui est essentiel si on veut se digitaliser, c'est structurer l'information. Mais finalement, quand on appelle un développeur, il va devoir passer énormément de temps à voir comment vous allez structurer vos processus de travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en amont, le secteur doit regarder comment il va structurer ses processus de travail, comment il va construire ces fameux ponts dont parlait François, et à partir de là, on pourra développer des applications. Mais donc, il est grand temps qu'on regarde tous ensemble comment on va communiquer, et je pense qu'il faut fixer un cadre. Parce qu'aujourd'hui, le cadre du BIM, on parle toujours de gros projets immobiliers. Si on veut faire du BIM dans la rénovation du bâti ancien, par exemple à Bruxelles, ce qui est un enjeu énorme d'un point de vue environnemental, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Je suis assez d'accord. Je pense aussi que quand il est question de faire des liens, parce que la question était sur le lien entre Totem et des applications BIM ou des bases de données, je pense qu'au plus tôt on est capable de faire des liens, même s'ils sont incomplets, au mieux c'est. Parce que le risque d'avoir des choses qui se développent complètement séparément et puis une fois qu'elles sont parfaitement finalisées, on les met ensemble, c'est qu'elles soient incompatibles, parce qu'elles ne puissent pas dialoguer justement, parce que comme tu l'as dit, les classifications choisies ne correspondent pas, ou parce que ça demande un accès aux données qui n'est pas partageable, alors que de se dire, on a quelque chose qui est utile, hein, Totem fonctionne déjà, on utilise peut-être le BIM ou des bases de données pour stocker les informations. Bah, si on gagne déjà, je sais pas, 10%, 20%, ça sert peut-être à rien de chiffrer les partages, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Et ça permet surtout de mettre les acteurs ensemble, ou au moins qu'il y ait une conscience, qu'il y ait d'autres choses qui ont un terrain commun,
Et alors, éventuellement, ça peut influencer le développement de Totem ou le développement des autres outils. Là où si on ne se parle pas, évidemment, ben, les outils vont évoluer de leur côté. Il s'avère que beaucoup d'outils BIM, si on se rattache à la question qui se posait sur le BIM, ben, ils ne sont pas développés. Il y en a un qui est développé en Belgique, mais la majorité ils sont développés pour l'international. Et donc, c'est pas ces grosses boîtes qui vont d'elles-mêmes aller nous chercher, hein. D'où l'intérêt de définir nos besoins, etc., de tester, de partager. Je pense que c'est une clé. Voilà. Et donc, pour rebondir, là, il y a une autre remarque et question d'Aurélien. Je sais pas, tu la vois, Benoît, ou pas? Je vois Euh, Karl, moi. Donc, si tu sais. Ah Ah, oui, non, c'est mais je pas vais... dans le chat, c'est dans le C'est Q&A. dans le QNR. Mais je vais la citer, hein. La collaboration est centrale dans le BIM. Moneo a développé des programmes pour structurer les informations et les partager avec les partenaires artisans. Généralement, il s'agit d'une collaboration unidirectionnelle. Est-ce que vous utilisez des outils collaboratifs communs pour, par exemple, que vos partenaires artisans vous remontent les informations? Vous avez mentionné Croquis, mais il s'agit plus d'un CDE qu'un Issue Management System. D'autres pistes à pro-plan en interrogation. Mais cela nécessite que chaque partenaire possède une licence. Les partenaires sont généralement peu enclins à faire le pas. Oui, mais donc, quand on parle de l'aspect bidirectionnel, nous, c'est l'objectif aujourd'hui. C'est l'objectif de différents projets comme Pontify, comme toutes les applications qu'on fait. C'est les enjeux, c'est de pouvoir avoir un retour, notamment sur les remises de prix, sur des remontées des remarques et tout ça, c'est qu'il y ait cet accès qui soit fait. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Je pense que c'est ce qu'on va faire de plus en plus à l'avenir. Sur, par exemple, l'utilisation de Croquis, nous, on n'est même pas dans de la gestion de problèmes, issue management system ou autre. Nous, on utilise Croquis comme un endroit où on centralise des données. Je pense que, mais là, on sera reparti dans un autre débat. Il y a aussi des enjeux environnementaux pour essayer de stocker de manière sans doute collective. Aujourd'hui, beaucoup de gens stockent sur le cloud. C'est dommage qu'on stocke des grosses données la plupart du temps sur 4 ou 5 clouds différents. Si on peut les centraliser sur des plateformes partagées, même si ce n'est pas idéal non plus d'un point de vue environnemental, quand on a des grosses données, on évitera quand même de démultiplier les choses. Donc ça, c'est pour l'utilisation de Croquis. Nous, à ce stade-ci, et nous, moi, je développe toujours avec un focus sur mes chantiers, sur des petits artisans, et souvent, eux, leur boulot, c'est sur chantier. C'est quand on travaille avec un tailleur de pierre, la seule chose que je peux faire, c'est lui donner accès à ma 360 pour qu'il puisse voir de chez lui le mur quand il va remettre prix. Je peux lui donner accès au nuage de points pour qu'il puisse facilement prendre une mesure s'il doit à un moment regarder plus ou moins ce qu'il a besoin de couvre-mur ou autre. Il peut faire rapidement de la quantification. Je crois que la prochaine étape, moi, c'est de se dire, comme je l'identifie pour les partenaires les plus petits, les petits artisans, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faciliter chez eux. Je pense que c'est la mise en place des devis, la mise en place des états d'avancement, les suivis. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faudra développer, mais qu'on devra sans doute trouver des partenaires pour qu'ils mettent en évidence vraiment les différents enjeux et la manière de le mettre en place. Et je ne sais pas si tu me suis, Benoît, mais après, tu as cité Trello, par exemple, ou des applications comme ça. C'est des choses qui sont accessibles pour tout le monde et qui sont collaboratives aussi. Oui, c'est ça. Donc, nous, je pense qu'on peut détourner toute une série de choses. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entreprises de construction où les gestionnaires de chantier utilisaient des systèmes de type Trello parce que justement, il n'y avait pas encore le transfert rapide du PV. Donc, sur chantier, il encodait déjà des tâches et ces chefs d'équipe étaient connectés à l'application et ils avaient directement les tâches. Et donc, il ne fallait pas attendre que le PV revienne, qu'il soit transmis ou parfois sur chantier, qui soit imprimés, qu'on le ramène sur chantier, ils avaient tout de suite l'info. Et donc, oui, je pense qu'il y a des tas de petits outils qui peuvent être développés et qu'il y a sans doute des applications, là on parlait d'Aproplan, je pense qui peuvent très bien le faire. Nous, c'est parce qu'on a toujours fait des ponts où on essaie de développer de la réalité virtuelle en même temps, on essaie de développer du nuage de points, et c'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir un système le plus ouvert possible, parce que si on est dans le Canva, par exemple, d'Aproplan, on ne pourra pas faire avancer l'application. Et donc, nous, si on développe nous-mêmes des scénarios, des maquettes, parce que ce n'est pas des applications qui tournent et qui pourraient être commercialisées, elles sont adaptées
s'attaquer à notre utilisation. Mais ça nous permet de faire plus de tests et plus de ponts entre les données. Après, je vois plus. Est-ce que ça? Non, ça, on a répondu tout à l'heure. Oui, il y a juste une dernière remarque, Sylvain. D'Aurélien, c'est ça? Ah non, Oui. pardon. C'est ça. Si, c'est ça? Oui. Et pour une annotation, merci Ludwig, on ne t'avait pas vu encore en backstage, merci pour la remarque. Et pour une annotation sur le nuage de points par le partenaire pour faire une remarque ou question à l'architecte. Oui, ben ça justement, je vous ai montré le projet Pontify, des nuages de points pour des meilleures rénovations qu'on va développer avec le CSTC. Il y a tout un volet du projet qui va être dédié à la mise en place justement de remarques dans le nuage de points. Parce que je pense que la question est tout à fait pertinente, c'est de se dire aujourd'hui, on a la capacité de localiser la remarque. Donc, c'est un des enjeux dans la rénovation, si on a des nuages de points, c'est de pouvoir localiser nos remarques. Et donc ça, nous, on n'a pas encore trouvé d'outils. Pottery, que je vous ai montré, permet de le faire. Maintenant, sur le stockage, les relations bases de données, tout ça, ce n'est pas optimal. Et donc, c'est un des objectifs du projet Pontify, si on arrive à le mettre en place avec le CSTC, qui est de pouvoir annoter les nuages de points. Du coup, là, j'ai plus de questions. Moi, j'avais quand même une dernière question, peut-être plus pour toi, François. Au niveau réglementaire, est-ce que sur le BIM, il y a une obligation déjà dès aujourd'hui sur certains bâtiments ou pour le futur, ou comment ça va évoluer sur cet aspect réglementaire, que ce soit modélisation ou d'autres aspects du BIM, en fait? Ouais. Donc, pour les petits projets, c'est pas encore d'actualité et ça semble assez difficile de forcer tout le monde à utiliser, je dirais, le 100% BIM. La première question, c'est de savoir c'est quoi un BIM. C'est pour ça d'ailleurs que, pour rejoindre un peu ce que Benoît tout à l'heure disait, je pense qu'une des clés, c'est pas forcément que tout le monde sache modéliser en BIM ou sache capturer un bâtiment ou scanner, mais il y en a certains qui vont produire l'information et il y en a d'autres qui doivent simplement pouvoir y accéder. Donc ça, c'est une première clé. Donc peut-être que d'être capable d'ouvrir un viewer ou d'avoir des informations de base de données, ça peut être quelque chose qui, on ne se sera pas contraint par des normes, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à savoir faire. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, le CSTC va dans ce sens-là, puisqu'il y a l'idée de développer un viewer gratuit qui permet donc à des gens qui n'ont pas forcément ces licences coûteuses, j'ai vu la remarque tout à l'heure, de pouvoir quand même accéder à ces informations. Maintenant, pour les grands projets, il faut savoir que c'est déjà permis par l'Union européenne, hein, dans le cadre de projets publics, de demander à ce que ce soit fait en BIM. Ça se fait très très fort dans plein de pays autour de nous, hein, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, en Allemagne. Quand on connaît un peu le marché de la construction belge, on sait qu'en général, on regarde en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc ça risque d'arriver sur des très gros projets. Il y a déjà des projets publics où c'est demandé. Bon, dans le cadre des projets privés, ça c'est des projets privés, donc c'est un peu moins réglementé. N'importe qui pourrait demander ou imposer à son architecte de le faire. Donc c'est plus... Voilà, pour des très gros projets, je dirais oui, il y a de fortes chances que ça arrive, surtout pour le public, parce que le monde public voit ça aussi comme un moyen de pérenniser les investissements et certaines informations, diminuer les risques, etc. Donc ça, ce sera certain. Pour des petits projets type maison d'architecte ou maison... Enfin, c'est pas certain. Voilà. Ça se fait beaucoup dans les boîtes de promotion immobilière parce qu'eux, ils ont un intérêt aussi ils reproduisent leurs plans, etc. Mais encore une fois, je pense que la question, c'est de savoir par rapport à mes besoins et mon utilisation, quel est le degré de numérisation dont j'ai besoin. Comme l'a dit Benoît, est-ce que ça fait sens de modéliser une maison bruxelloise de manière 100% précise? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'il vaut mieux investir le temps ailleurs. Donc voilà. Et je vais finir quand même, parce qu'Aurélien a fait une dernière remarque, je sais pas, donc là on a parlé un peu du côté un peu réglementaire, mais au niveau qui oblige qui, il notifie de manière générale, cela implique que chaque partenaire artisan s'adapte, s'accommode aux outils des architectes. Est-ce que vous avez une petite remarque par rapport à ça? Oui, moi je pense, je crois que ça dépasse, je ne sais pas quelle est la vision qui se cache derrière cette remarque sur la collaboration architecte-artisan. Je pense que sans doute
au-delà du cadre du BIM. C'est sans doute cette thématique de la collaboration qui doit être pensée dans les équipes de conception. Sans doute cette manière de trop opposer architecte et entrepreneur de la construction a fait son temps. Si on doit faire de la construction durable aujourd'hui, il faudra revoir nos modes de collaboration. Moi, j'ai de la chance, en travaillant dans le patrimoine, d'être toujours dans une optique de collaboration et de partage. Je n'ai pas l'impression d'imposer mes structures à mes partenaires, mais plutôt de faire mon possible pour mieux collaborer, et eux en font autant. Et je crois que c'est un gros challenge de revoir cette relation des architectes avec le secteur de la construction. Et puis à la limite, il faut peut-être se dire aussi que c'est mieux d'avoir une collaboration entre l'archi et les entreprises, par exemple, que ça soit aussi imposé par des logiciels externes qui obligent après des choses encore plus, peut-être plus compliquées à adopter par rapport aux autres parties prenantes. Et il y a encore une remarque que je vais dire, du coup, plutôt pour toi, François. Pourquoi vouloir développer des viewers 3D alors que des solutions gratuites existent, Autodesk Viewer, Dalux Viewer, BIMdata.io? Alors, je vais répondre en 2 points. Tout d'abord, l'idée n'est pas de développer quelque chose à 100% from scratch, donc de zéro. L'idée, c'est de capitaliser sur des outils qui existent. Maintenant, il y a aussi une question stratégique qui est évidemment, le CSTC a aussi un devoir de neutralité. Je pense que si on impose un viewer Autodesk à toutes les personnes, ça risque de grincer des dents parce qu'il y a plein d'utilisations du BIM et parfois Revit est le meilleur outil, parfois c'est Archicad, parfois c'est AutoCAD Civil 3D. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Donc, il y a cette question-là. Donc, il y a la question de la neutralité. Et puis, l'autre aspect, pourquoi est-ce que ce développement est en cours? Il faut savoir que la majorité des actions qui sont liées au BIM sont, en tout cas dans le cadre du CSTC, sont guidées par un comité technique BIM et ICT et le cluster BIM, qui est constitué de personnes qui font partie du monde de la construction. Donc, c'est des entrepreneurs, des architectes, etc., qui siègent dans ce comité et c'est eux qui guident les actions. Et donc, c'est fait simplement parce que ça nous a été demandé. Donc voilà, c'est pas quelqu'un dans un bureau qui a dit à partir d'aujourd'hui on va faire ça. C'était une demande. Et alors évidemment, comme je l'ai dit, on ne développe pas tout depuis zéro. On utilise en back-end, il y a un système de visualisation qui existe déjà. Et puis l'autre intérêt, c'est de faire le lien avec des choses que le CSTC fait déjà. Le CSTC a par exemple une bibliothèque de détails 3D ou 2D qui est disponible. Et l'idée, c'est de pouvoir lier ça avec ce viewer, par exemple, pour pouvoir consulter en direct des recommandations sur des applications techniques ou des détails techniques. Donc voilà. Donc il y a une question d'interopérabilité, une question de neutralité, et puis la question que c'était considéré comme stratégiquement important par le comité technique BIM et ICT. Super, merci. Je pense que là, on va clôturer pour pas trop déborder. Du coup, je vais d'abord vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup François et Benoît pour la présentation et pour la collaboration sur le webinaire. Merci à Ludwig et Eline qui sont en backstage pour l'organisation du webinaire, ainsi que Florence d'EcoBuild. Pour aller plus loin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va envoyer tous les détails par mail en suivant du webinaire pour vous donner un supplément d'informations et pour ceux qui veulent aller plus loin, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin. Et voilà, je vais finir là. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.